à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Ça fait un moment que je suis pas venue vous parler lecture. Bon, pas vraiment, parce que je vous ai posté mon vlog sur la littérature blanche. D'ailleurs, merci, vous avez fait littéralement exploser tous les stats sur cette vidéo. Ça me touche énormément parce que moi j'étais persuadée que ça allait flopper. Mais en dehors de cette vidéo, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé lecture, ça fait à peu près un an, parce que je crois que mon dernier update lecture date de mars 2022. Parce que tout simplement, au bout d'un moment, je m'en suis lassée. J'aime énormément parler lecture, mais entre le fait que des fois je lis des bouquins où j'ai rien à dire, entre le fait que des fois c'est long de se poser et de vous parler de lecture, et aussi du fait que mes vidéos lecture avaient moins de vues et moins d'intérêt que mes vidéos écriture, j'ai arrêté de le faire, parce que vraiment, en fait, j'en avais marre. Mais ces derniers temps, j'ai un petit peu envie de parler lecture, donc je pense que ce que je vais faire, ce que j'aurais dû faire depuis le début, plutôt que de me forcer à faire un update lecture par mois, même quand j'avais pas envie d'en faire, c'est que je vous parle de lecture quand je veux, des bouquins quand je veux. S'il y a des livres que j'ai lus dans le mois dont j'ai pas envie de parler, je vous en parle pas. Si j'ai envie de passer 6 mois sans faire d'update lecture, je pense que vous devriez vous en sortir. Et quand j'ai envie de parler lecture, quand vraiment j'ai envie et que ça me brûle à l'intérieur de parler bouquin, je vous parlerai bouquin. Parce qu'il se trouve qu'en ce moment, comme j'écris pratiquement pas, je lis beaucoup. En janvier, j'ai commencé par lire Demain les chats. Et je comprends pas l'engouement. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Je comprends pas l'engouement. Demain les chats, c'est un univers comme le nôtre, en tout cas proche du nôtre, peut-être même le nôtre, où une guerre civile éclate et où les chats se rapprochent de plus en plus de la culture humaine, ou en tout cas ont une connaissance plus poussée de comment les humains fonctionnent et de l'histoire, de la géographie, ce genre de choses, dans des mathématiques, tout ce qui fait nos connaissances en fait. Et ces chats décident que c'en est assez, le règne des humains a assez duré, il est trop violent, et c'est le moment parfait pour que les chats prennent le contrôle. C'est le premier tome d'une trilogie je crois, et on suit une petite chatte dont j'ai oublié le nom, mais je sais que c'est le nom d'une déesse égyptienne, qui se rend compte de tout ça, qui a d'abord son petit train-train quotidien, et qui un jour est témoin d'une attaque terroriste, il me semble sur une école, et qui en commençant à se poser des questions va faire ami-ami avec le chat de la voisine, mais c'est ça, le chat de la voisine, qui lui a une très grande connaissance des humains. Elle va tomber amoureuse et ensemble ils vont en apprendre plus sur les humains, ou en tout cas lui va lui apprendre énormément de choses sur les humains pour commencer cette petite révolution de chat, cette révolution féline, tiens j'aime bien, pendant que en gros le monde est en train de s'effondrer. On pourrait penser que ça me plairait parce que ce sont des chats, et que moi à partir du moment où il y a des chats je suis à fond. Mais en réalité la plume la plume m'a pas transcendée, c'était pas ouf. Moi on m'a déjà perdu au début quand l'autre chat, Pythagore, est un chat qui a un port USB sur le front. Je m'attendais pas à ça et je pense que ça m'a un petit peu fait sortir de ma lecture. On a quand même notre personnage principal, une chatte assez nymphomane qui pense à coucher toutes les je sais pas combien et qui voit la sexualité comme les humains dès le début. Ça m'a un peu sorti de mon truc aussi. Je voulais pas lire un livre où une chatte dit à un chat fais-moi l'amour. Non, parce que c'était très mauvais. Non, c'est juste que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans et que la plume m'a pas aidée et que l'univers m'a pas aidée et qu'au final, c'était une lecture rapide, mais c'était pas une lecture transcendante. Mes lectures de janvier ont continué avec After Love. After Love, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, en rentrant d'une fête du Nouvel An qu'elle a passée avec sa petite amie, et sa première vraie petite amie, je crois, depuis qu'elle a fait son coming out, ou depuis en tout cas qu'elle sait qu'elle est intéressée par les filles, se fait percuter, je crois, par une voiture et meurt. Comme elle est la dernière personne à mourir cette année-là, puisqu'elle meurt un 31 décembre, elle devient alors une faucheuse et a donc pour nouveau pouvoir de devoir guider les âmes de l'autre côté. Malheureusement, cette adolescente-là, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver sa copine. Parce qu'elle est ultra amoureuse et que l'idée de devenir la faucheuse, c'est pas trop dans son délire. C'était très bien écrit, c'était très joli, je me suis beaucoup retrouvée dans cette jeune adolescente. Le petit problème en fait, c'est que le résumé que je viens de vous faire, c'est le résumé qui est à l'arrière du bouquin, et que le moment où elle meurt arrive à approximativement la moitié du livre. Toute la première moitié, on la voit tomber amoureuse de cette autre fille qui je crois s'appelle Poppy, leur vie amoureuse, leur relation, comment cette relation se construit jusqu'à ce fameux jour du 31 décembre. C'était long et du coup j'ai un petit peu de mal à voir le développement d'un personnage qui doit accepter qu'elle est maintenant la faucheuse et qu'elle doit accepter qu'elle fait maintenant passer les âmes quand c'est de la moitié du bouquin alors qu'on aurait pu avoir un sacré développement pendant tout un bouquin entier. Est-ce que pour autant ça m'a dégoûté de ma lecture? Non. Mais du coup c'est pour moi un sacré défaut du livre. C'était pas une mauvaise lecture, c'était pas un coup de cœur non plus, mais je pense que si la moi adolescente l'avait lu, elle aurait trouvé que c'était un coup de cœur. Elle aurait adoré ce bouquin.
Donc peut-être que c'est parce que je ne suis aussi plus trop le public cible de cette lecture-là. Je vous le conseille quand même à 2000 km, tentez le truc. Et pour une fois qu'on a une jolie couverture avec deux filles qui s'embrassent sur la couverture, ça fait plaisir. J'ai ensuite lu The Luminous Dead, que j'ai lu sur ma liseuse en VO. Et alors là, on était à ça du coup de cœur. Vraiment à ça. The Luminous Dead, c'est l'histoire d'une jeune femme, dont j'ai oublié le prénom, va falloir vous y habituer, je ne me souviens jamais des prénoms des personnages. Mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme dont le boulot, c'est d'aller dans des cavernes sur des planètes inhospitalières, et à la base, de récupérer des minéraux pour de la recherche. Elle porte un uniforme, ou en tout cas une combinaison, qui est une combinaison reliée à un ordinateur et reliée à une dame à l'extérieur. Et en fait, le truc de cette combinaison, c'est que si elle veut, la personne à l'extérieur peut prendre le contrôle total du personnage principal. Si elle veut, elle peut lui injecter des drogues, lui injecter de la nourriture ou arrêter de lui injecter de la nourriture. Pareil pour l'eau. Elle peut la forcer à s'endormir, lui donner des médicaments ou même prendre complètement le contrôle de la combinaison et la faire avancer. À la base, cette combinaison qui est juste là pour aider les chercheurs et chercheuses ou les explorateurs et exploratrices à aller plus profond dans ces caves pour la recherche, dans ces grottes pour la recherche, peut complètement se retourner contre la personne qui est en fait coincée sous terre. Si déjà ça vous fait pas un petit peu flipper, sachez que plus le livre avance, plus on se rend compte que cette personne à l'extérieur a menti au personnage principal, que le personnage principal est dans une mission très dangereuse et qu'elle n'est pas juste là pour chercher des minéraux. Alors qu'elle s'enfonce de plus en plus dans la grotte, que l'anxiété et la paranoïa montent et qu'elle n'a plus du tout confiance en cette personne qui la garde littéralement en vie, qui peut lui planter un couteau dans le dos et qui peut en plus l'abandonner là pour mourir, elle commence à se persuader qu'il y a quelque chose dans ces grottes. J'ai l'impression que c'est le résumé le plus pourri du monde, mais je vous jure que moi, ça m'a fait flipper. Être enfermée dans des grottes souterraines et sous-marines, sur une planète inhospitalière, avec une combinaison qui peut se retourner contre toi, une personne en qui tu ne peux pas faire confiance, dans le noir, avec peut-être un monstre qui rôde, moi je suis désolée, je suis au summum de la peur. Je ne serais pas allée jusqu'à mettre un coup de cœur parce que je trouve que c'était quand même très répétitif. Mais j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages et j'ai adoré avoir peur dans cette histoire. Je l'ai littéralement lu en 2-3 jours peut-être parce que vraiment je l'ai dévoré. On arrive dans les lectures de février. J'ai commencé mes lectures de février avec l'anatomie du scénario. Alors là, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Ça parle d'écriture, ça parle surtout d'écriture de scénario, donc du coup il y a des conseils dedans qu'on peut pas trop prendre quand on est auteur et autrice. D'ailleurs, calmez-vous sur Twitter. Je sais que beaucoup de gens et surtout beaucoup d'auteurs, autrices, autrices ont élevé ce livre comme étant une espèce de bible de l'écriture, mais à chaque fois que j'en parlais et que je disais que j'étais pas forcément d'accord avec quelqu'un, avec quelque chose qui était dit dedans, ou que je me reconnaissais pas dedans, on venait m'attaquer de commentaires genre bah oui, bah c'est pour les scénaristes. Je sais lire un titre. Déjà, si vous pensez que je n'écris que des romans et que dans ma vie je ne veux écrire que des romans, bah écoutez, si vous c'est votre cas, pourquoi pas, mais c'est pas le mien. J'ai envie d'écrire plein de choses, moi. Et du coup, je me renseigne sur plein de choses. Et on n'est pas obligé d'avoir envie d'écrire des scénarios pour tout simplement vouloir apprendre sur un autre art et se servir de cet art pour le nôtre. Donc oui, c'est un bouquin pour les scénaristes. Oui, il y a donc du coup une grosse partie du livre où ça colle pas bien. On peut s'en servir comme conseil, mais ça colle pas des masses. Mais voilà, je le sais. Je sais lire un titre. Au final, c'est pas le pire livre sur l'écriture que j'ai lu. Je trouve que c'est un des moins culpabilisants, parce qu'on va parler de ça à 5 minutes, mais les livres sur l'écriture qui te disent juste en gros ça c'est de la merde, moi je fais comme il faut, ça devient chiant. Littéralement un refus d'admettre qu'il y a autant de méthodes que d'auteuristes, et ça au bout d'un moment il va falloir se le rentrer dans la tête. C'est pas parce que ta méthode marche pour toi, qu'elle marche pour tout le monde et que tu as raison et qu'il faut te mettre sur un piédestal. Tranquille, on respire. Donc c'était un des bouquins du genre le moins culpabilisant que j'ai vu. Mais par contre, c'est toujours un petit peu la même chose dans l'idée, c'est il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il y a des règles, il faut faire ça, 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 ça. Et si je suis d'accord pour dire qu'il y a des règles, moi je suis plus d'accord pour dire que ces règles, on les apprend pour bien les maîtriser et pour mieux y déroger plus tard. C'est ma façon de voir les choses. Mais c'est pas le pire livre que j'ai lu sur ce sujet, si vous deviez en lire un, pourquoi pas celui-là. Mais du coup, lisez bien le titre. C'est pas pour les auteurs, autrices et autoristes à la base. Ensuite, j'ai lu le roman graphique Les Peasleys. Alors vous allez retrouver plusieurs des bouquins qui sont nommés, je crois, à Angoulême. Je sais pas si Angoulême s'est déjà passé, je sais pas si ça a gagné. Je suis une bibliothécaire en carton. Et surtout pour ce qui est des romans graphiques et des bandes dessinées, je me renseigne pas beaucoup. Mais nous avons au travail une table sur Angoulême et la sélection d'Angoulême cette année. Et donc du coup j'ai lu pas mal de ces livres là parce que ils étaient devant moi et que quand on me met un livre devant moi qui a l'air bien,
Et ben je lis. Les Peasleys, c'est l'histoire d'une famille ultra connectée et d'une famille qui a surtout vécu un drame depuis un moment et qui n'arrive pas à s'en relever. Et le grand frère, qui donc du coup s'occupe de son petit frère et sa petite sœur et qui est vraiment en train de se noyer et en plein burn-out, rencontre un jour une dame qui dit vouloir retourner, il me semble que c'est en Antarctique, il me semble, je peux me tromper, mais qui veut retourner sur ses terres natales et qui, en voyant qu'il est dans la galère la plus totale physiquement, financièrement et mentalement, le mec il est au bord du gouffre, elle lui dit eh ben toi et ta famille, venez avec moi. Et en fait, on va se déconnecter complètement. Je vais vous apprendre comment on vit chez moi. Sauf que quand ils arrivent, non seulement notre petite famille elle a beaucoup de mal à s'adapter, mais en plus, les terres natales de cette dame ne sont plus ce que c'était à cause du réchauffement climatique. Ça fond de partout, il y a des maisons qui du coup s'effondrent, les animaux sont complètement déboussolés et il y a beaucoup d'incendies. Et donc du coup, on se retrouve dans cette histoire où cette femme essaye de renouer ses liens avec son enfance et avec qui elle était avant, sachant que tout le monde la rejette un petit peu parce que c'est celle qui est partie et c'est surtout celle qui n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer et à quel point les gens souffrent là d'où elle vient, et de cette famille qui essaye de se reconstruire et qui essaye de renaître de cette expérience pour faire le deuil. Je crois que c'est la mort de leur mère. Je suis passée complètement à côté et je pense que beaucoup est aussi dû au dessin auquel je ne me suis absolument pas attachée. Je vais dire un truc méchant, mais j'ai trouvé que les personnages ressemblaient à des Playmobil et j'ai pas trop... Les couleurs étaient trop criardes, je sais pas. C'est pas passé. En parlant de livres qui n'est pas du tout passé, est-ce qu'on pourrait parler 5 minutes des 10 000 portes de January? Et est-ce que dans les commentaires, vous pourriez m'expliquer la hype? Les 10 000 portes de January, c'est l'histoire de January, une jeune fille et ensuite une jeune femme plus loin dans le roman, qui voit des portes, qui a la capacité d'ouvrir des portes sur d'autres mondes et donc de voyager de monde en monde. C'est un résumé très gros, puis il y a une société secrète qui essaye de contrôler ces mondes, ce genre de choses. Voilà. Si vous avez aimé La Passe-Miroir, je pense que vous pourriez aimer ce bouquin. Ça n'a rien à voir, mais dans la plume, dans la façon dont c'est formé, dans la façon dont le récit est construit, je pense que ça peut vous plaire. Moi, vous savez que je suis passée complètement à côté de La Passe-Miroir. Et ben je suis passée encore plus à côté des 10 000 portes de January. Je préfère encore relire La Passe-Miroir. Parce que La Passe-Miroir avait une très belle plume, mais une plume qui apportait quelque chose au récit, et même si j'étais pas très fan de l'intrigue, elle avait quand même des petits soubresauts intéressants. Le problème des 10 000 portes de January, désolé, il y a mon chat qui fait du bruit, le problème des 10 000 portes de January, c'est que la plume, c'est trop, c'est très joli, c'est magnifique, mais au bout d'un moment, c'est trop long, ça coupe le rythme, on a l'impression qu'il y a des phrases qui sont juste là pour faire joli, et que si on avait coupé le bouquin en deux, sérieusement, ça racontait la même histoire. Et moi, j'ai pas réussi à trouver des soubresauts dans l'intrigue. Déjà, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut passer les 100, voire 200 premières pages avant qu'il se passe un truc intéressant. Et moi, là, j'ai du mal. Quand l'expo du bouquin dure pendant au moins 2/3 du livre, j'ai du mal. Je peux pas... Non, je sais pas si c'est le fait de lire du young adulte ou de l'ado ou de la jeunesse, mais j'ai besoin d'être le plus vite possible dans l'action. J'avais donc l'impression en fait que il y avait des idées d'intrigue, il y avait des idées derrière, mais que c'était pas suffisant et qu'on voulait que la plume rattrape le truc. Et du coup, la plume est très jolie, mais elle en fait beaucoup trop. J'ai absolument pas accroché au personnage de January. Et alors moi, le méchant de l'histoire depuis le début, je l'ai vu venir. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était évident. Et j'ai trouvé que January, tout comme le méchant de l'histoire, on veut nous dire qu'ils sont super intelligents, super, voilà, mais je trouve que ça ne se voit pas beaucoup dans leurs actes. Donc si vous avez adoré le livre et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis entièrement ouverte à avoir votre avis dans les commentaires pour que justement vous m'éduquiez sur ce bouquin, parce que je pense que je suis passée à côté d'un truc. Moi j'avais vraiment envie de lire ce livre, j'étais à fond. J'ai ensuite lu 2 bouquins de loup-garou. On va passer très vite sur celui de Stephen King, L'année du loup-garou, qui je crois est un recueil de nouvelles. Je sais pas trop comment le truc a été construit, si c'est considéré comme une nouvelle entière ou un recueil, mais il se passe rien d'intéressant dans ce truc-là. C'est l'histoire d'une ville qui se fait attaquer par un loup-garou. Voilà. En gros, les chapitres, c'est chaque mois de l'année. Janvier, il y a quelqu'un qui meurt. Février, il y a quelqu'un qui meurt. Mars, il y a quelqu'un qui meurt. Tout ça jusqu'à la fin où c'est le loup-garou qui meurt. Je dirais littéralement un chair de poule, un peu plus gore quand même, parce que ça reste du Stephen King et que voilà. Mais c'est absolument pas intéressant quoi. Il se passe rien, tu t'ouvres un chapitre, ok, le loup arrive et quelqu'un meurt. Voilà. Et dans la plume, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien, il n'y a pas d'horreur, je comprends pas. Et ensuite, j'ai lu la Notre-Dame des loups, qui
malgré des défauts qu'il va falloir que je vous cite, hein, parce que ça reste des défauts, j'ai bien aimé. Notre-Dame-des-Loups se passe dans une espèce de période western où on suit un groupe de tueurs de loups. Je sais plus comment ils s'appellent. Ils ont un nom, leur groupe ont un nom, il y a toujours un nom dans ce genre de truc, mais en gros ils sont 5 je crois, et ils cherchent une créature hybride entre le loup-garou et le wendigo. Dans cet univers-là, le loup-garou et le wendigo c'est à peu près la même chose. J'ai l'impression que le loup-garou et le wendigo c'est pas du tout la même chose, mais il y a beaucoup d'œuvres dans la pop culture qui les mettent au même niveau. Moi, pour moi, c'était deux créatures complètement différentes. Enfin bref. Chaque chapitre est raconté par un des personnages différents de cette troupe, et ces personnages sont en train de chercher Notre-Dame-des-Loups, qui est la chef, en fait, la chef de meute, parce que si on tue la chef, eh ben on bute tous les loups. Ah ouais, et il y a quelqu'un qui meurt dans tous les chapitres. Ça j'aime bien. En gros, ils tombent comme des mouches, hein. Ils cherchent cette dame et ils se font buter un par un. Des défauts, j'en ai cité 3 dans ma review Goodreads. Mais là, je m'en souviens que de 2. Déjà, il y a des propos racistes, sexistes, dont des termes voilà, que nous ne sommes pas censés utiliser si nous ne faisons pas partie des communautés citées. Je veux bien comprendre que c'est un truc qui a été écrit dans une époque où on en avait rien à foutre de tout ça, et qu'en plus, ce sont des personnages, et ce sont des personnages horribles. Ce sont des personnages qui n'ont très peu de valeur quand même, qui ont très peu de conscience et qui sont là pour buter du loup, peu importe ce qui se passe à côté. Et en plus des personnages qui entre eux ne s'apprécient pas plus que ça, ils sont obligés de faire équipe parce que sinon ils crèvent, et parce qu'ils ont tous une qualité qui fait qu'ils rendent le groupe plus fort, mais en soi ils peuvent pas se piffrer. Donc je suis d'accord pour dire que donc ce sont les pensées des personnages et qu'on n'est pas obligé de lire des personnages super sympas, des personnages tous toujours bons, des personnages toujours bienveillants, on peut suivre des cons quoi. Mais c'est vrai que ça reste des choses qui, moi, me mettent mal à l'aise et qui me sortent de ma lecture. J'ai envie de lire de la violence pour de la violence, comme ça, alors qu'on pourrait tout simplement se venger sur des loups-garous. Il y a une scène de sexe qui sert à rien. Alors, strictement à rien. Et je me souviens plus du 3e point, donc il faudra aller le voir dans Goodreads. Vous pouvez suivre mon Goodreads, si vous voulez vraiment être au courant de toutes mes lectures. En dehors de ça, j'ai mis 3 étoiles, je crois, parce que ça restait une lecture bien écrite, une lecture intéressante. Il y avait quelque chose, il y avait un suspense, il y avait le lore dedans, où j'avais envie d'en savoir plus. En plus, j'adore les loups-garous. Vraiment, en dehors de ça, c'était une bonne lecture. Je peux pas dire le contraire. Et je l'ai lu en une après-midi. Parce que vraiment, j'étais à fond dedans. Donc oui, je recommande. Mais il n'empêche que y a des défauts à côté avec lesquels moi, perso, j'ai du mal à passer outre. J'ai ensuite lu La couleur des choses, un autre roman graphique d'Angoulême. La couleur des choses, c'est l'histoire d'un adolescent qui vit dans une famille où papa boit et bat maman, et où papa fait surtout des paris de courses de chevaux où vraiment il dilapide tout l'argent familial. C'est un gamin qui se fait un peu harceler, c'est surtout par rapport à son poids. C'est un gamin qui a des copains qui sont pas vraiment ses copains et qui un jour va voir une voyante qui lui dit de parier sur des chevaux. Il y va parce qu'il a besoin d'argent, il parie, il gagne, et c'est là que ça part en cacahuète. Il y a un concept très intéressant dans cette bande dessinée, dans ce roman graphique, c'est qu'en fait les personnages ce sont des petits ronds. C'est comme si on regardait les scènes du dessus, et chaque personnage n'est qu'un rond de couleur, et au final c'est très simpliste au niveau du dessin. C'est juste on voit d'au-dessus, un carré c'est une table, un petit rond orange c'est le personnage principal. Un concept très intéressant et un peu perturbant au début, et en fait qui joue contre, je sais pas comment dire, c'est une qualité qui devient un défaut, parce qu'au début c'est intéressant, on se dit tiens c'est nouveau, c'est vrai que ça a jamais été fait avant, et puis quand on s'y habitue, ça devient un peu redondant, un peu... Voilà, et on se rend compte que l'intrigue est pas si exceptionnelle que ça. Alors attention, l'intrigue se veut drôle, se veut d'être un humour un peu noir, la fin est complètement what the fuck et la fin m'a fait rire, donc vraiment je pense que c'est un texte, enfin que c'est un projet, une œuvre qui est plus intéressante que d'autres, et qui vraiment voulait faire quelque chose de nouveau dans son contexte, dans son concept, dans son design et dans son écriture. Malheureusement, j'ai trouvé qu'au niveau de l'écriture, c'était un petit peu faible, même si c'était très drôle par moments, c'était un petit peu faible, et en fait une fois qu'on est passé outre le design qui est super intéressant et que moi j'ai jamais vu ailleurs, c'est pas non plus la lecture de l'année quoi. J'ai ensuite lu Le Grand Vide, un autre roman graphique qui cette fois je crois n'a rien à voir avec Angoulême. Le Grand Vide c'est l'histoire d'un monde un petit peu particulier. Déjà c'est une ville dans laquelle jamais personne n'est sorti, parce que les gens qui sortent ne reviennent jamais et se perdent dans ce qu'on appelle le Grand Vide, c'est cette ville ou rien. Et aussi, dans ce monde, du coup, dans cette ville, on a besoin de ce qu'on appelle la présence pour vivre.
Et la présence, c'est tout simplement le fait qu'on pense à nous et qu'on ne nous oublie pas. Du coup, pour s'assurer qu'on pense à nous et qu'on ne nous oublie pas, les gens écrivent leur prénom partout. C'est vraiment une ville où partout au coin de rue, il y a des panneaux avec des prénoms, il y a des choses, voilà, parce que le fait d'être oublié nous tue. Je suis alors une jeune femme qui a pour rêve d'aller dans le grand vide parce qu'elle en peut plus de vivre dans cette ville et dans ce système-là. Et cette jeune femme, un jour, manque de mourir. Le problème, c'est qu'elle a un homonyme. Et cet homonyme, c'est une très grande pop star. Du coup, tous les gens qui pensent à son nom ou qui voient son nom ne pensent pas à cette jeune fille, mais ils pensent à la pop star. Ce qui fait que du coup, plus personne ne pense à elle et qu'elle va très certainement mourir. Du coup, elle doit tout faire pour que les gens pensent à elle. Ça parle évidemment de l'influence, ça parle évidemment de la peur d'être oubliée et des retombées de la célébrité. C'était pas mal fait, j'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai mis 4 étoiles. C'est un peu du vu et revu dans l'idée et dans la critique. Mais franchement, c'était pas... Voilà, ça fait un peu je critique la société, mais ça a déjà été fait, quoi. Du fait qu'on est tous un peu narcissiques sur les bords, qu'on a tous besoin d'être vus, d'être reconnus, qu'on a besoin que les gens connaissent notre nom, notre envie de gloire, et c'est tout un truc sur les réseaux sociaux aussi, sur les médias. Bref, oui, c'est du vu et revu, mais c'était plutôt bien. Les dessins sont super intéressants, ils sont en noir et blanc avec des touches de bleu et de rouge. Des planches qui sont très agressives et des planches qui sont très douces. Et on s'attache vraiment à cette femme qui, à la base, ne veut pas faire partie de ce système, veut se barrer dans le grand vide et voir ce qu'il y a dans le grand vide, et qui finit par tomber en fait victime de ce système parce que c'est ça ou mourir, et qui est prête à tout pour que les gens la connaissent. Donc voilà, c'était mon petit update de mes lectures de janvier et de février. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long, que ce n'était pas trop chiant. J'ai toujours ce problème quand je parle de bouquins où j'ai l'impression de faire ça mal et que c'est pas intéressant et que nanana. Mais j'avais envie de parler livre. Donc que je le fasse bien ou que je le fasse mal, on s'en fout. J'avais envie de parler bouquin. En gros, je vous recommande After Love, Luminous Dead, l'anatomie du scénario si vous vous intéressez à l'écriture, même si c'est sur les scénarios. Pourquoi pas Notre-Dame des Loups, pourquoi pas, et Le Grand Vide. Voilà. Non, parce qu'après on dit que sinon je râle trop et que je choisis pas bien mes lectures et blablabla, parce que je suis toujours en train de dire du mal de des lectures. Non, il y a des bouquins que j'aime bien, je vous jure. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. N'oubliez pas à faire tout ce qu'il y a à faire pour aider une chaîne à grandir. Commentez, likez, vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Et prenez soin de vous et à dimanche prochain.